Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. La semaine aura été courte et encore chargée de chocolat, sans doute pour certains. Alors, on vous souhaite un week-end qui, j'espère, sera tout aussi intéressant. En tout cas, on débute le menu de l'émission. On parle de formation pour apprendre dans Cosman Réunionnais. C'est pas commun, mais je reçois un ours. Bonsoir Bruno. Ours. Bonsoir Lucie, oui. Alors, la formation pour apprendre, c'est paradoxal, c'est un peu antinomique de dire formation, c'est pour apprendre. En fait, l'être humain a besoin d'apprendre toute sa vie. Donc, on pourrait imaginer que ça soit naturel, mais c'est pas si naturel que ça, parce qu'on a On a dit, on dira que les messages sont troublés ou les outils cognitifs qu'on a ne fonctionnent plus comme avant. Alors, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que l'école ne joue peut-être pas le rôle qu'elle devrait jouer pour nous apprendre à apprendre. Et puis, parce qu'elle ne prend pas forcément en compte toutes les personnes dans leur entièreté, enfin, telles qu'elles sont. Parce que notre enseignement est tout de même très normé et les êtres humains sont tous différents, ça c'est sûr. Ça c'est intéressant. Notre système est normé, notre structure est très hiérarchisée. Quelle est votre formation ? Disons, c'est quelque chose. Moi, je suis issu d'un système où on était parfaitement normé, ça passait ou ça cassait. Vous êtes venu à La Réunion pour parler de formation, c'est-à-dire comment apprendre à l'autre. Oui, disons, je suis venu pour plusieurs choses. Hein. Au départ, je suis venu pour parler de la différence. Parce que c'est pour ça qu'on m'a fait venir, pour animer un café pédagogique sur la différence. Et peut-être que c'est un sujet... La différence dans la formation ou... Non, la différence entre les êtres humains dans la manière de fonctionner, la manière d'apprendre, la manière de vivre. Vaste sujet, j'ai l'impression. J'allais dire, c'est surtout des schémas de comportement qu'il faut mettre en avant. Il y a pas que ça. Il y a le fait aussi de découvrir qu'on est tous différents, qu'on a besoin de l'autre. Et c'est un sujet qui est vieux comme le monde, hein, la différence. Mais pour apprendre aux personnes à prendre un peu de recul, peut-être. Moi, je tombe de la lune. Hein. C'est la première fois que je viens à La Réunion. Et j'apporte des outils qui permettent de réfléchir à comment vivre ensemble. Alors, donc le premier point, c'est parler de la différence. Mais j'ai profité de l'occasion pour avoir des interventions avec des enseignants, avec des parents. Je vais être malicieux. Vous venez avec des outils pour dire comment vivre ensemble. Je veux dire, quand on regarde parfois les conflits qu'il y a dans le monde, on est loin de savoir vivre ensemble, apparemment. Alors, il y a des gens qui, disons, c'est le principe de la goutte d'eau. Hein. Moi, je suis une petite goutte d'eau qui va peut-être permettre de vivre ensemble. Mais j'ai découvert, depuis 20 ans que je travaille dans la pédagogie, dans les pédagogies nouvelles, des outils pour mieux apprendre, mais aussi pour mieux vivre ensemble, qui sont très simples, mais qui peuvent être mis en application facilement. Sous forme de jeu, sous forme d'activité. Et c'est pas si compliqué que ça, de vivre ensemble. C'est pas si compliqué, je suis d'accord avec vous sur ce point-là. Mais on regarde aujourd'hui, on enseigne le yoga en maternelle, on y amène dans les écoles la communication bienveillante. Aujourd'hui, on parle de pensée positive, de psychologie positive. On n'arrête pas d'inventer, surtout depuis Françoise Dolto, de décortiquer les systèmes pour essayer d'amener les outils pour bien communiquer. On n'a pas arrêté d'inventer du matériel pour ça. Finalement, à l'arrivée, quand on fait le constat, le résultat est bien maigre. Alors, les spécialistes, on va dire, qui nous observent d'un peu haut, disent que tout de même les choses avancent. Hein. Mais si, il faut y croire. Alors, je vais y croire. Disons, au moins un jour sur deux. On peut y croire au moins un jour sur deux. Hein. Et surtout, disons, moi je travaille avec quelqu'un qui est d'origine indienne, qui vit aux États-Unis, qui a connu la différence. Hein, un Indien qui vit aux États-Unis et qui a inventé énormément d'outils pour vivre la différence au quotidien, mais d'une manière naturelle. Moi, je me méfie des modes actuellement. Vous avez cité plein de modes, hein, la pensée positive. C'est très bien, hein, mais c'est un peu comme un tam-tam. On tape dessus, ça fait du bruit, mais est-ce qu'on met ça en réalité dans la vie de tous les jours ? Je ne suis pas toujours sûr. Et ça, j'aime bien... Moi, je ne suis pas un homme compliqué. J'aime bien les outils qui sont ultra simples, qui coûtent rien et qu'on peut mettre en application facilement dès le lendemain. Ce que j'adore quand on fait des formations, par exemple, c'est lorsque les gens qui viennent, les stagiaires, nous disent dès le lendemain, j'ai mis en application ça, c'était génial. Voilà. Et ça m'a rien coûté. On est dans ce genre de choses. Je vous sens un peu sceptique, mais c'est pas sceptique. C'est aujourd'hui, vous le savez aussi bien que moi, sinon mieux, je pense qu'on n'arrête pas d'inventer, d'innover, d'inventer des outils toujours différents, supplémentaires, pour qu'on communique mieux.
Et là, vous arrivez sur une posture en disant il faut une simplification aussi bien des moyens que du schéma de comportement humain. À un moment donné, il faudra bien que l'être humain choisisse de savoir qu'est-ce qu'il veut. Alors, en fait, je suis toujours étonné de voir ce que je propose. En fait, Aristote disait la même chose. Hein. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est ça. Oui. Il y a des modes qui arrivent. Et moi, ça m'agace un peu de voir des gens dire, voilà, il faut développer ceci. Je me dis, mais relisez Aristote, il disait la même chose. Et d'autres grands pédagogues à travers les âges qui disaient la même chose. Il y a des grands pédagogues dont il faut se rappeler. Et d'ailleurs, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Philippe Mérieux, qui, lui, a beaucoup développé ce genre de choses. Appuyons-nous sur les vieux pédagogues. Vous êtes là pour les cafés pédagogiques donc, oui. de Monsieur Comte. Oui. Là, on est bien sur la pédagogie, sur les méthodes d'enseignement. S'il y a un endroit où... Je ne dis pas que c'est un échec, parce que là, j'irai dans votre sens, mais on n'arrête pas de se prendre le pied dans le tapis de savoir quelle est la bonne méthode d'enseignement aujourd'hui à l'école. Et on n'arrête pas de changer, d'innover, et chaque ministre vient avec la solution extrême. Alors, moi, je n'ai pas de méthode. J'ai une approche. Ce qui est différent, une méthode pour moi, c'est fermé. Une approche, c'est quelque chose qui est global. C'est juste considérer l'être humain comme quelque chose d'une manière plus naturelle. Plus naturelle. C'est-à-dire qu'il a un cerveau, il a un cœur, il a des émotions et il a un corps. À l'école, actuellement, on se sert essentiellement que du cerveau. Le corps n'existe pas, les émotions, on les laisse à l'entrée de la classe. Mais tout ça, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que mon but, c'est de donner une cohérence à tout ça. Comme vous avez raison, il y a 1000 choses, surtout avec Internet maintenant, il y a 1000 méthodes, et les enseignants, les parents sont complètement déboussolés, ils lisent des revues psychologiques ou pseudo-psychologiques qui sont complètement déboussolés. J'essaie de donner une cohérence avec des outils ultra simples, des outils qu'on peut apprendre à un enfant de 6 ans, mais qu'on peut aussi utiliser en entreprise, c'est les mêmes outils. Et cette cohérence est pour moi très importante. C'est-à-dire qu'on prend l'être humain dans toute son humanité. Et ça, j'y crois beaucoup à l'humanité et qu'on a perdu, me semble-t-il, pour beaucoup. La question va paraître peut-être un peu bizarre, mais comment revenir à des choses simples? Comment revenir à des approches simples? Comment revenir déjà à des comportements simple. Alors, ce qui est très curieux, c'est que ce sont les scientifiques, les neurosciences, qui nous disent que, vous savez, ce que disait Aristote ou bien ce que disaient des grands pédagogues, ils avaient raison. Et c'est eux, avec toute leur science, qui nous disent que les grands pédagogues, avec leur simplicité, tout de même, je parle d'Aristote parce que c'est un grand monsieur, il était pédagogue lui, hein, et c'était le pédagogue d'Alexandre le Grand, tout de même, c'est pas rien, et il avait des principes. Mais il n'y a pas que lui, dans les grands pédagogues, il y a John Dewey aux États-Unis, il y a Saint Jean Bosco aussi au Brésil, qui ont fait avancer les choses et qui disaient les choses. Les gamins, ils sont mal dans leur peau, les gamins des rues, comment faire? Et ils revenaient à des choses simples, c'est-à-dire le cœur, le corps et le cerveau. Est-ce que, par exemple, je vous donne juste un exemple, hein, parce que le temps est un peu compté. Les scientifiques nous disent qu'il y a une chose essentielle pour bien apprendre, c'est l'exercice physique. Ils disent que c'est essentiel parce que le cerveau fonctionne moins bien. Aller dans une salle de classe, c'est quoi l'exercice physique? C'est 1 heure de PS par semaine. C'est une aberration. Il devrait y avoir 1 heure d'exercice physique tous les jours pour que le cerveau fonctionne mieux. C'est exactement le genre de choses que les scientifiques nous disent. Et ça, Pythagore disait, hein, les trois grands thèmes de Pythagore, c'était les mathématiques, l'exercice physique et la musique. Et la musique aussi, c'est un moyen d'apprendre extraordinaire. Et au collège, il y a 1 heure de musique. Bon. Juste pour faire parler avec Pythagore, il faut revenir à la pyramide de Maslow? Alors, oui, alors les pyramides de Maslow, pour moi, c'est trop systématique. Oui, ça ne voit pas les choses. Au moins, c'est un peu simpliste à la rigueur. Et compréhensible. C'est compréhensible qu'on a des besoins primaires et des besoins de plus en plus. Mais pour moi, tout est lié. Et ça commence, attention, et ça commence très très tôt. La pyramide de Maslow, on voit ça pour l'enfant qui a grandi, le jeune adulte. Moi, je m'intéresse... Parce qu'au bout, au moins, il y a l'épanouissement, l'affirmation. Oui. Alors... Là encore, je me méfie des effets intellectuels. D'accord, j'ai compris. Vous avez compris. Voilà. D'accord. Mais ça pose un problème parce qu'il faudrait faire un choix. Il faut faire un choix aussi bien sur les outils ou les approches et sur j'allais dire, le schéma de l'individu, que ce soit son comportement ou son fonctionnement. Mais c'est pas tellement des choix, c'est quelque chose de naturel. Est-ce que c'est... Enfin,
pour un parent, prendre un enfant dans ses bras et lui faire un câlin, on va dire que c'est naturel. Eh bien, il y a plein de parents qui ne le font pas. Et au bout du compte, les scientifiques nous disent, eh ben, c'est dommage parce qu'il aura des problèmes à l'école, par exemple, hein, ce genre de choses. Donc, le naturel, quelque part, on l'a oublié. C'est un retour à l'évidence, ce jeu. Je vais vous prendre un petit peu à votre propre piège. Vous ne voulez pas que ça soit une méthode, mais que ce soit une approche. Oui. Mais à un moment donné, il faudra faire un choix. Un choix entre quoi et quoi? Bah justement, vous ne pouvez pas que faire des approches. À un moment donné, il faudra voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Alors, ma manière de faire, en particulier avec les enseignants, c'est leur dire, vous êtes enseignant, c'est très bien. Je vais vous donner un petit plus. Je ne leur dis pas du passé faire table rase, un petit plus. Vous ajoutez un élément à, à ce qu'ils font déjà. Un élément déclencheur. C'est-à-dire, moi je suis pour le micro-changement. J'aime bien cette histoire d'une prof qui a dit, moi je vais essayer le micro-changement, qui avait décidé de sourire un petit peu plus à ses élèves. Et vous imaginez pas, au bout du compte, le résultat qu'il y a eu. C'est ce genre de micro-changement que je suis. Moi, je crois au micro-changement. Je ne crois pas aux grands trucs, il faut plus de moyens, il faut, je sais pas, bien sûr, il faut des moyens, il faut des choses. Mais je crois au micro-changement profondément humain. Et c'est ça qui m'intéresse. Alors, on va dire que c'est freudien et on travaille sur l'inconscient. Oh, alors là, j'aime pas trop, hein. J'aime pas trop. Mais non, écoutez, lorsqu'une fleur pousse, est-ce que c'est l'inconscient qui l'a fait pousser? Elle pousse naturellement. La fleur, elle pousse naturellement, mais le regard de l'individu sur la fleur est peut-être pas la même. Alors là, ça se discute. Ouais. Est-ce que le fait de lui parler gentiment, elle pousse mieux? Peut-être, hein, peut-être. Mais le fait d'avoir un regard positif, c'est... vous imaginez pas, quand on discute avec les gens, avec des enfants, avec des parents, avec des enseignants, comme c'est difficile d'avoir un regard positif et naturel sur les gens. Donc moi, je ne suis pas pour un changement en tant que tel. Je suis pour ce micro-changement de revenir à quelque chose de... je dis souvent que c'est le paradoxe parce que c'est surtout le milieu éducatif qui est toujours en perpétuelle réflexion pour savoir quelle doit être la bonne méthode. Et on le voit, il y a les chiffres de l'OCDE, les statistiques, il y a les classements, mais l'Occident dit toujours être la civilisation la mieux avancée, en tout cas elle le croit, et tant mieux pour elle, mais le problème c'est que quand elle regarde à côté, les autres civilisations, en tout cas les autres façons d'être, il se rend compte que la sienne n'est pas si bien que ça. Donc, il y a des moments où il faudra peut-être aussi qu'on se regarde en se disant, là, on s'est trompé quand même sur pas mal de points. Je crois que dans ce que vous dites, le problème, c'est la solution qui est trouvée. C'est-à-dire qu'on dit que tout le monde doit évoluer pareil. Et c'est ça, c'est-à-dire il faudrait une méthode. Est-ce que tout le monde doit évoluer pareil? Évidemment que non. Évidemment que non, on est tous différents. Alors pourquoi faut-il imposer aux autres son évolution? C'est ça l'erreur gravissime. Alors sur lequel on est en train de revenir, c'est-à-dire on prend de plus en plus en compte tout ce qui est les 10, hein, vous savez, les TDAH, tout ça, ça commence à être pris en compte. Mais on considère à prendre conscience que tout être humain est différent et que c'est une absurdité de le faire rentrer dans le même moule. Et alors, l'éducation, évidemment, ça a permis de développer des choses, de mettre 35 élèves dans une classe. Mais en fait, il y a 35 individus différents. Et moi, j'apporte des outils parce que les profs disent « Mais comment voulez-vous que je fasse avec 35 personnes différentes ?» J'ai dit « Mais on peut, la diversité et la richesse. » Et vous savez très bien, pour un enseignant, parler à 35 personnes en même temps, dans la même classe, pendant 1 heure, c'est du travail. C'est justement pas ce qu'il faut faire. Et je leur apprends qu'il y a d'autres manières de faire que leur parler pendant 1 heure. C'est beaucoup plus intelligent de tirer parti de l'intelligence collective des élèves. Et on boucle la boucle pour ce que vous voulez dire, c'est de vivre ensemble finalement. Absolument. Et d'apprendre ensemble. Et de grandir ensemble. Parce que le prof doit grandir autant que ses élèves, à mon avis. Et le parent doit grandir autant que ses enfants. Et malheureusement, on a l'impression qu'il y en a qui veulent plus grandir, ou alors qui croient qu'ils ont déjà totalement grandi, que ça ne pourra plus aller plus loin. Alors, il faut avoir de l'espoir, au moins un jour sur deux. Au moins un jour sur deux. D'accord. Je vais garder ça comme image pour une ours. Merci. Je rappelle donc que vous allez animer donc des cafés pédagogiques donc sur le vivre ensemble, sur la formation sur la différence. Pour apprendre sur la différence. Et j'espère que j'aurai l'occasion de venir y assister. Et je continuerai à vous embêter sur vos certitudes. Merci beaucoup. Merci Bruno Ours. On va nous juste passer à toujours dans l'apprentissage, puisque Jessie Ferrer, elle est conteuse, connue et reconnue. Elle a trouvé une astuce pour parler du maloya aux enfants. Elle associe les lettres du mot maloya à d'autres mots. M pour maman, A pour amour, L pour lumière. On va l'écouter. Qu'est-ce qui captive l'enfant au moment où Jessie Ferrer commence à rentrer dans son personnage, à vivre son personnage et à parler de la Réunion? Écoutez, il faut toujours trouver des mots
faut toujours trouver des sens, surtout les mimiques. Parce que les enfants, ils aiment bien les mimiques. Parce que les mots, des fois, ça les énerve un petit peu. Mais quand on donne des mimiques dans un autre sens, au niveau musical, avec des mots qui font rire, des mots qui sortent de l'ordinaire, sur les animaux, sur la nature, sur tout ce qu'il y a. Mais moi, cette année, la chose que moi j'ai pris pour que ça captive l'enfant, j'ai travaillé sur le mot Maloya, en donnant le sens de chaque mot, en faisant un acrostiche, c'est-à-dire le M ça veut dire quoi, le A, tout ce que ça peut représenter pour eux, avec sous une forme le langage des signes. Donc ça a été un autre sens pour eux et une autre découverte. Et les enfants, ils étaient passionnés parce que ils ont trouvé des mots, ils m'ont dit c'était quoi le M. Il y a d'autres qui n'ont pas trouvé, mais il y a certains qui disent oui, mais nous le M ça peut nous faire penser à notre maman, le A amour, le L la lumière, le O ouvert, le Y comme le yin et le yang et le A comme l'amitié. Donc ça fait une participation de l'enfant et en même temps sur un signe avec le langage des signes au niveau des lettres de l'alphabet. Ça veut dire quoi? Toutes les lettres de mots qui représentaient le mot Maloya. Et donc ça les a captivés sous un autre angle. Donc c'est trouver comment faire pour que l'enfant soit captivé et aussi peuvent entrer dans ce sens qui dit le mot Maloya. Et aussi les expliquer pourquoi le Maloya, c'est quoi le Maloya, parce que des fois on les emmène là, mais ils n'ont pas le sens vraiment du mot Maloya. Quand on leur demande qui chante le Maloya, ils te disent Bob Marley, Maître Gims, moi ça me surprend un petit peu. Mais donc après on donne qui vraiment, pourquoi le Maloya, qui est le Maloya, pourquoi cette journée-là, c'est pas une journée de sortie comme ça, c'est une journée intense qui a été mise, ça fait 6 ans qu'on a mis ça. Et puis le Maloya a été reconnu par l'UNESCO. C'est le monde, donc je parle du monde. Moi je dis, le monde c'est la terre. Nous on est un grain de sable, mais dites-vous bien, dans ce grain de sable-là, il y a eu ce mot Maloya qui a fait exploser cette musique-là. Donc les enfants, ils se sentent un petit peu mieux, un peu concernés quand on parle de ça. Je dis, il ne faut pas avoir peur de parler comme ça, parce que c'est une chose importante. Ça fait la 6e édition. Et que des fois on oublie de dire pourquoi on fait ça. Donc il faut insister, il faut dire, il faut imposer aux gens à dire le Maloya, c'est pas une affaire comme ça, c'est pas banal, c'est pas seulement un tel ou un tel qui chante, mais c'est aussi la force, c'est aussi la culture. Le Maloya c'est une vie, il y a des gens qui ont donné leur vie et on a pris leur vie pour mettre en place ce mot Maloya. Avant il n'y avait pas, quand les esclaves chantaient cette chanson pour retirer leur souffrance de la douleur du travail, il n'y avait pas ce mot Maloya, c'était danse. Voilà, ils étaient en transe, ils dansaient. Mais après, quelqu'un a trouvé ce mot Maloya, je ne sais pas si c'est un scientifique ou un philosophe, mais ce mot Maloya a été vendu partout dans le monde entier et je trouve que c'est joli, pour moi c'est belle. Et tous ces mots, on essaye de travailler sur la croustille. C'est pour ça que je dis il faut bien détailler. Le M, maman, le maman c'est la vie, le A c'est l'amour, le L c'est la lumière, le O c'est comme ouvert la porte, ouvre l'esprit qui donne la liberté. Et puis le Y c'est comme le yin et le yang, de temps en temps Tanguy, Tanga par-ci. Et on revient sur le mot de la fin, l'amitié, l'affection. Voilà. Et je trouve ça c'est joli. Pour moi c'est comme ça. Et moi, je suis toujours à la vieille école et je trouve que de temps en temps, la vieille école peut redonner des choses à cette nouvelle génération qui ne connaît pas vraiment leur histoire. Et moi, me dit, comme mon papa Serge, mon papa de Keladano, barbouille pas notre mémoire, gaspille pas notre histoire. Et moi, il reste là-dessus, c'est ce mot de la fin. On est avec un groupe de gospel, la Malagasy Gospel. En tout cas, je ne connais personne. Je ne sais pas qui ils sont. On va juste les découvrir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes monsieur José Luis Guirao. D'accord, là, j'ai rien compris. José Luis Guirao, je viens d'Espagne. Enfin, j'avais compris, mais je vais répéter. Bonsoir. Foula, bonsoir. Foula, je viens de Madagascar. D'accord, quelle région? Et Tuliar, au sud. D'accord. Alors, on va faire simple. Association Eau de Coco. C'est quoi? Voilà, l'association Eau de Coco est née à La Réunion il y a 2 ans pour soutenir un projet d'éducation de base qui est à Tuléa, c'est le programme d'éducation de base Bel Avenir, dont il y a tous ces filles qu'on voit aujourd'hui ici, qui viennent d'une activité musicale de ce programme à Madagascar qui s'appelle Malagasy Gospel.
D'accord. Voilà. Comment ça se passe avec Okoko j'allais dire au Comores, à Madagascar? Mais très bien. Dans la vie de tous les jours, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites? Mais en fait, nous faisons beaucoup d'activités au niveau de l'environnement social, éducatif, c'est une éducation de base en général. Et nous faisons beaucoup d'activités, surtout on a un centre art et musique. Donc dans ce centre, il y a 800 jeunes. On fait des percussions pour les filles, Madagascar Gospel. On a aussi des fanfares, des cirques, guitare, piano. Et pourquoi on a fait ces programmes? Parce que comme ça, les jeunes, ils ne font pas faire des conneries, se promener. Et voilà, ils sont chez nous pour faire des activités. Et surtout, on a beaucoup de problèmes sur la grossesse précoce. D'accord. Donc c'est pour cela, parce qu'il y en a toujours qui demandent pourquoi ce sont des filles. Vu que c'est les filles qui ont beaucoup de problèmes à Madagascar. Alors on travaille plus, il y a d'autres activités aussi pour les garçons, mais plus des filles pour les protéger. Comme ça, elles sont avec nous, elles ne sortent pas les soirs, ils ont leur temps avec l'association, dans des centres, etc. pour agrandir leur activité et surtout pour les éduquer, etc. Et il y a sorti à l'Europe. Aujourd'hui, on est à La Réunion. On est vraiment ravis d'être là aujourd'hui avec vous. D'accord. José Luis, la question c'est d'où est venue cette idée de Coco et pourquoi utiliser la musique pour l'intégration? Voilà. Alors, cette idée de Coco est née il y a 25 ans au Cambodge. Voilà, c'est loin, c'est en Asie. Alors j'étais jeune vétérinaire et j'ai commencé cette activité. Je confirme, le temps est passé. Hein. Voilà. Ouais. Voilà. Et alors, ça fait 25 ans, alors j'ai laissé mon travail de vétérinaire parce que je pensais qu'avant les animaux, il y avait les personnes, les personnes qui étaient très déshéritées, les femmes, les enfants. Et alors, j'ai commencé une activité en solitaire et puis tout de suite, ça a continué, les gens ont appuyé cette initiative. Et puis, on a travaillé aussi au Rwanda, au Brésil, on est au Cambodge, à Madagascar. Qu'est-ce que vous avez mis en place au Cambodge? Alors, au Cambodge, il y a un centre de formation des familles des rues. C'est un centre aujourd'hui. Vous réceptionnez des enfants de quelle situation? Et voilà, alors nous, c'est toujours des enfants très déshérités, issus des foyers, avec des familles monoparentales, des mamans sans travail, plein d'enfants, enfin, une situation très, très pauvre. Et on essaie de leur donner une formation, une éducation et un métier pour devenir autonome un peu plus tard. D'accord. Qu'est-ce qui a amené un vétérinaire espagnol au Cambodge il y a 25 ans? Mais écoutez, voilà, je ne voulais pas rentrer dans les cadres. Alors, je vois les cliniques vétérinaires par ici. L'autre jour, tout à l'heure, j'ai fait un commentaire à un ami. Oui, j'aime pas ça. Alors, je voulais faire mon travail de vétérinaire, mais dans des endroits où je n'allais pas être payé, je me donnais pour les gens. Alors, à ce moment, il y avait la guerre des Pol Pot en 92. Et puis, je suis parti là-bas pour essayer de soigner les animaux et de faire de l'agriculture pour les gens. Et tout de suite, j'ai vu qu'il y a une réalité sociale énorme, autre que justement l'agriculture et l'élevage. Et tout de suite, j'ai voulu aider. Alors, j'ai laissé mon métier, ma carrière, et je me suis mis là-dedans. Et 25 ans plus tard, on est toujours là avec plein de monde autour. Donc, c'est au Cambodge qu'a été créée donc, l'association Eau de Coco. Voilà. En quelle année ça a été créé à Madagascar, Eau de Coco? C'était 20 ans, depuis plus de 20 ans avec lui, mais avec l'association avec ses filles au sud, ça fait 15 ans déjà. 15 ans. Combien de personnes depuis 15 ans? Au Cambodge, c'est loin, on ne parlera pas du Cambodge, on va parler de Madagascar. Combien de personnes à Madagascar dans cette association depuis 15 ans? Alors, nous, on travaille autour de 30 000 jeunes et enfants. 30 000 jeunes et enfants avec leurs familles. Alors, ça fait une grande communauté de gens au sud de Madagascar. Mais le plus important pour nous, c'est les enfants et les jeunes. Mais sans oublier que quand ils rentrent à la maison, il y a une famille qu'il faut aussi mettre dans les coups, il faut aussi éduquer, il faut aussi travailler avec les mamans qui n'ont pas de moyens. Ça fait beaucoup, beaucoup de gens. Et des programmes toujours vers l'éducation de base. Quoi qu'on fasse, c'est pour donner une école de la vie, pour donner un savoir-faire, une formation, mais tout en étant, justement, et on complète beaucoup ce que disiez vous là, c'est qu'il n'y a pas de loisirs. Et sortir à Madagascar les soirs, c'est pour rien faire, c'est pour tomber enceinte. Alors nous, on essaie de donner un cadre... C'est pas un bon loisir, toi, tomber enceinte. Non, c'est pas un bon loisir. Ma question, c'est depuis 15 ans, comment la population malgache perçoit l'association, comment les personnes viennent vers vous et comment vous vivez avec elles, avec ces personnes? En fait, nous, quand nous étions arrivés dans le sud, vu qu'il y en a beaucoup d'États. On va juste préciser, quelles régions sont concernées par l'association? C'est toute Madagascar ou il y a les régions du sud seulement? Non, il y a les sièges, c'est à Tulia, mais nous, on a aussi à Fenaratu. Et voilà, et sur la route un peu, parce qu'il y a une autre école là où il y a les saphirs. Voilà, on a l'école des saphirs. Et là, l'école, là, ils font ces filles. On a l'école des salines, parce que ce sont des enfants qui travaillent pour les sels. On a récupéré pour être avec nous. D'accord. Alors,
qu'est-ce que, quand les enfants arrivent à l'école, qu'est-ce que vous devez leur apprendre pour qu'ils se mettent à bien chanter, à devenir de bonnes musiciennes, de bonnes chanteuses? Qu'est-ce qu'il faut leur apprendre? Le solfège, ce qui est basique? Non, on les apprend. Alors nous, on a une éducation formelle pour ces enfants, pour avoir un diplôme. Il faut un diplôme et pour avoir une carrière et un avenir. Mais aussi, on appelle une école de la vie. On a autour de l'art, de la musique, de l'esport. Et on apprend beaucoup de valeurs. Alors l'engagement, la solidarité, les compromis. Voilà, tout ça, ça s'apprend avec la musique, l'art, le sport. Et les résultats sont magnifiques. D'accord. Alors, puisque les résultats sont magnifiques, on va commencer par une première interprétation. Qu'est-ce Oui, bien sûr. qu'elles peuvent nous... Bon, on va chanter les filles Inti Siakamata. D'accord? Inti Lazare. 1, 2, 3. Inti Siakamata. Lazare. Bamafata. Tiana Yambare. Endise Mikarakara. Nifana Pia Zaza. Bella Venire. Là, aujourd'hui, ce groupe, la magazine Gospel a 15 ans. C'est aujourd'hui un groupe qui est connu dans le monde, je suppose, puisque vous faites des spectacles dans le monde. Alors, connu, ça fait 10 ans que c'est. Alors, Bel Avenir, ça fait 15 ans qui est né, mais Malagasy Gospel, ça fait 10 ans. Alors, on a fait déjà, c'est la 25e fois qu'on fait une tournée internationale. C'est à La Réunion pour la première fois, mais on est connu beaucoup en Europe. On fait 2 ou 3 fois ce qu'on appelle un échange interculturel. Parce que pour nous, c'est pas une tournée, c'est pas des artistes, c'est des gens qui vont rencontrer la jeunesse d'autres pays pour pouvoir échanger, mais ça fait quand même 10 ans. Une question qui est à poser, c'est comment vous financez l'association, comment vous financez l'éducation? Parce que c'est l'éducation. Voilà, c'est l'éducation avant tout. Alors, c'est financé par... Alors, on cherche des fonds privés, publics, on est toujours à la recherche des financements, des sponsors, des gens de bonne volonté. Chaque fois qu'on vient dans un endroit, par exemple à La Réunion, l'association de Coco et d'autres partenaires locaux nous facilitent la vie de tous les jours. Voilà, c'est compliqué, mais c'est pas impossible. D'accord, on va essayer de voir si est-ce que il y a des coordonnées Oui, auxquelles on peut vous joindre. Donc on va le prendre dans un instant, on va prendre les coordonnées. Alors, vous avez d'autres spectacles donc à partir du 7 juillet, 6-7 juillet, donc 7 juillet, avril, mais pourquoi je juillet, moi? Je suis parti, il faut vraiment que je parte en vacances. Donc, le 7 avril, alors, quelles sont les dates des autres spectacles? Voilà, alors le 7 avril, c'est à la Possession, à 19h. C'est le gymnase Daniel Narcisse. C'est à la Possession, donc. Ouais, voilà. Et puis le dimanche, 8 avril, c'est à Saint-André, c'est la dernière date, à l'église des Champs-Bornes. D'accord.
On va essayer c'est de... les 2 dernières dates. Alors, chaque spectacle, c'est combien... À vos souhaits. Chaque spectacle, c'est combien de chants, d'adaptation? Alors, c'est à peu près 1h30 de chants gospel à Malga, ça fait une vingtaine de chants. Et on raconte vraiment les pourquoi de ces filles, d'où elles viennent. Enfin, on raconte l'histoire de tous ces projets, c'est beau à voir. Ma question, madame, c'est les parents de ces personnes, quand ils viennent vous voir, ils viennent discuter avec vous, quelles sont leurs attentes, leurs besoins, et qu'est-ce que vous, à travers l'association, vous leur apportez? En fait, les parents, ils sont contents que les enfants soient avec nous parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens pour les parents, bien sûr. Et les filles avec nous, ils sont vraiment contents, ils sont motivés. Mais pour nous, les filles sont avec nous. Les enfants, on dit, parce qu'il y a des garçons aussi, pas seulement des filles, mais obligatoire d'aller à l'école. Donc, nous sommes là pour leur avenir. D'accord. Voilà. Par contre, si on peut donner un mouchoir à la jeune fille qui est là, je pense que ça va l'aider. La question, c'est aujourd'hui, dans la démarche où vous êtes, est-ce qu'il y a, dans l'évolution même de leur environnement, est-ce qu'il y a une évolution? Mais surtout au niveau de la mentalité, est-ce que ça se sent qu'aujourd'hui, il y a une autre façon de voir l'avenir, de voir l'éducation? Est-ce que ça se voit et ça se sent? Mais oui, bien sûr, parce qu'on est là pour ça. Hein. On est là pour l'éducation, pour améliorer les vies de tous ces jeunes. Mais je pense que depuis qu'on est sur place, même les autorités sont vraiment contents avec tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait avec leur population. Parce que vu que les enfants, il y a beaucoup d'enfants qui vont à l'école. Dans les quartiers, là, ça n'existait pas l'école. Mais aujourd'hui, on a 1400 enfants dans cette école. Mais vous savez qu'on a commencé à 32 enfants. Ce qui veut dire que vous avez construit les écoles aussi. Oui, Voilà. oui. Donc, toujours les briques rouges, je suppose, toujours Toujours le brick en terre, toujours avec de la terre, de l'argile. Alors, il faut dire, moi, je vais renforcer ça. Justement, nous, on travaille depuis toujours pour un changement de comportement, de mentalité. Alors, tous les pays, Madagascar, c'est pas un pays facile. Et il y a des mentalités qui sont compliquées. Il y a quand même un contexte qui est difficile. Et alors, tout ça, chaque fois qu'on fait quelque chose, il faut compter sur le contexte, sur la culture locale. Mais bon, je suis sûr, justement, on a déjà des enfants qui sont aujourd'hui universitaires, on a des bons résultats, qui travaillent même chez nous au sein de l'association. Il y a une évolution. La question est pour vous deux, mais ça veut dire aussi qu'au-delà de cette éducation que vous leur apportez, de l'instruction, il faut aussi leur proposer des emplois pour demain. Bien sûr. Est-ce que ça veut dire que dans le projet que vous avez, l'association Haute Coco, vous mettez en place également, je dirais, des entreprises, que vous créez des emplois pour que demain, ces enfants puissent travailler dans leur village? Voilà. Alors déjà, nous, on a créé justement, on a créé un hôtel solidaire. Un hôtel solidaire où il y a déjà une vingtaine de personnes qui sont salariées de cette association. On a un centre de formation professionnelle. Alors, on va essayer de faire un peu de la pub. Alors, c'est quoi un hôtel solidaire? On va voir si je peux vendre. L'hôtel solidaire Manguil, c'est à 28 km au nord de Touléa. C'est une beauté. Vraiment, c'est un hôtel super au bord des Baobabs et qui aide à l'association. D'accord. On va essayer de vous envoyer le maximum de monde pour que demain, ça puisse ça rentre, il n'y a pas de problème. On réserve vraiment. Merci. Voilà. Et ce qui manquait d'autre, je disais que... Ça va aller. Je disais qu'il fallait... c'est la clim. Je disais qu'il fallait créer du travail. Donc, l'hôtel, le tourisme, il y a aussi la pêche, il y a aussi l'agriculture. Alors, l'agriculture, pas trop, parce qu'on est dans une région très sèche. La région sud, une grande sud de Touléa, c'est très sèche. Mais la pêche, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de petits métiers, l'hôtellerie, la restauration, la petite formation mécanique, menuiserie. Il y a plein de choses. Nous, on est là-dedans. Et on a des bons résultats. Alors, on n'a pas tout ce qu'on voudrait, mais ça avance. Mais pour compléter ça, en fait, nous aussi, on a aussi des centres professionnels pour apprendre des métiers pour les jeunes. Donc, et les filles qui sont un peu plus grandes, qui ne peuvent plus déjà aller à l'école parce qu'il y en a qui commencent très tard avec nous. Il y a un centre professionnel pour adapter pour eux. Donc, il y a l'hôtellerie, les boulangeries, couture, etc. là-dedans. D'accord. Il nous reste 4 minutes. Alors, je vous proposerai, on va écouter une dernière interprétation. Après, on va conclure cette partie de l'émission. D'accord. Allez-y, je vous en prie. Alors, un, deux, trois. Répète. 3.
Alors, j'ai déjà dépassé les 20 minutes qui ont été imparties. Alors, juste rappeler les dates de vos derniers concerts à La Réunion. Voilà, c'est samedi 7 à 19h à la Possession, Gymnase Daniel Narcisse, et le dimanche à Saint-André à 18h30, Église des Champs Borne. Alors, moi, je voulais, voilà, c'est important de dire que c'est l'association Eau de Coco La Réunion qui soutient les programmes à Madagascar. C'est audecoco.org, évidemment, et sinon, c'est le 06 92 26 17 17, numéro de téléphone. Et nous, en venant ici à La Réunion, on cherche justement la possibilité d'avoir des contacts, des possibilités, de que les gens viennent à Madagascar nous aider et de faire un compromis entre l'océan Indien, La Réunion et Madagascar. C'est ça qui est important. D'accord. En tout cas, merci pour ce bon moment. J'espère au moins assister à un concert et j'espère en ramener des images pour cette émission, pour les prochaines en tout cas. Merci à vous. En tout cas, bon concert. Moi, je vous dis à tout de suite.